Bonsoir et bienvenue sur le plateau installé sur les terrasses du lycée Carnot de Cannes pour ce débat dans le cadre des Rencontres de Cannes 2008, débat consacré à la lutte contre le dopage dans le sport. Une lutte que beaucoup jugent inefficace et voudraient réformer. C'est le cas de nos deux invités qui tous deux se montrent très critiques à l'égard de la lutte antidopage, mais qui proposent des remèdes, vous le verrez, bien différents. J'ai le plaisir donc d'accueillir Bengt Keizer. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur de médecine à l'Université de Genève et spécialisé dans la physiologie de l'exercice. Comme nous le verrons, vous vous montrez très sévère au sujet des dispositifs actuels de lutte contre le dopage, que vous jugez inadaptés, violents et trop coûteux. J'accueille également le docteur Jean-Pierre de Montenard. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes médecin du sport, spécialiste des questions du dopage. Vous avez même été médecin contrôleur sur le Tour de France. Vous êtes à la fois un historien et un statisticien du dopage. Vous aussi, vous considérez que la lutte antidopage telle qu'elle existe depuis plus de 40 ans est inefficace. Et vous allez même plus loin en démontrant que cette lutte ne marche pas parce que, vous le dites, le milieu du sport professionnel ne souhaite pas qu'elle marche. Ma première question sera pour vous, Jean-Pierre de Montenard. Pouvez-vous nous expliquer en quelques mots pourquoi, selon vous, la lutte contre le dopage dans le sport de haut niveau ne fonctionne pas? La seule raison pourquoi ça ne fonctionne pas, c'est que depuis le début de la lutte antidopage, il existe des substances indécelables. Et à moins d'être idiots, et les sportifs ne le sont pas, ceux qui veulent tricher et améliorer leur performance, eh bien, ils utilisent des substances indécelables. Alors, de temps en temps, il y a des épidémies courtes de quelques cas. Le dernier exemple, Tour de France 2008 avec la Sera, l'EPO, érythropoïétine, hormone qui booste la production de globules rouges, et donc une EPO de nouvelle génération qui utilise qu'une seule piqûre par mois. Eh bien, on a eu 4 cas au dernier Tour de France, et là on crie victoire, la lutte antidopage est hyper efficace. Non, c'est que là, à la veille du Tour de France, l'ensemble du peloton et des sportifs pensaient que la Sera était indécelable, et c'est en se dopant avec ce produit au Tour de France qu'ils ont été débusqués. Et depuis, plus personne n'est pris à la Sera, et plus personne ne sera pris à la Sera. Puisque pour un sportif de haut niveau, ou un sportif professionnel, de compétition, en tout cas ceux qui se dopent, la qualité d'un produit, c'est d'une part d'être efficace et d'être indécelable. Et quand on prend les résultats des contrôles du Tour de France, eh bien, on a la confirmation de cet aspect-là, puisque le premier Tour de France est 50% de positifs, et les derniers Tours de France, pendant des années, entre 80 et quasiment 2000, c'était 0% à chaque Tour de France. Okay, merci. Donc, tant qu'il y a des substances indécelables, la lutte ne peut pas marcher. Alors, Bengt Keizer, quel est votre diagnostic sur ces échecs répétés de la lutte antidopage depuis tant d'années? Qu'elles vont se continuer. Les dopages, ça ne s'arrêtera pas. Malheureusement, parce qu'entre autres, les techniques laboratoires seront toujours en arrière avec le front de l'avancement de la technique utilisée par les dopants. Vous êtes pour la thèse des voleurs qui ont de l'avance sur le gendarme et qui sont toujours en... Ça, c'est une des raisons. L'autre raison, c'est simplement qu'il y a des limites aux tests laboratoires avec lesquels on peut vivre parfaitement dans la médecine normale, mais là, on a besoin de 100% de sécurité. On veut être certain que nos athlètes qui sont sur le podium ne sont pas dopés. Et malheureusement, aujourd'hui, on doit constater que déjà les tests ne sont pas sans faille, donc il y a effectivement des personnes qui passent sous le radar, on n'en est pas conscient, mais on soupçonne qu'il y en a, et aussi le public partage maintenant ce soupçon, et puis on a créé un climat où tout le monde qui fait du sport de haut niveau est d'abord de facto accusé de dopage jusqu'à preuve du contraire, et malheureusement preuve du contraire, les tests négatifs ne disent rien. Et c'est très difficile de vivre avec ce constat, parce que le sport, dans le sens idéalisé, pur, avec une valeur un peu utopique, ne peut pas donc être réalisé. C'est impossible. Alors, Jean-Pierre de Montenard, vous dites aussi qu'une des grandes carences de la lutte antidopage, c'est qu'elle est organisée par la famille du sport qui se trouve jugée partie. Oui, et ça effectivement, c'est impossible que ça marche. C'est exactement comme si un jury d'assises est composé de la famille du prévenu. On ne voit jamais ça, en tout cas dans les démocraties classiques. C'est comme si un PDG est délégué syndical, ça se voit jamais.
Et dans le sport, c'est effectivement la famille qui doit se tirer une balle dans le pied en faisant cette lutte antidopage. Et donc au final, on s'en aperçoit parfaitement, c'est que le but, c'est de montrer qu'on lutte, et la finalité, c'est de prendre personne. Mais alors, avec la création de l'Agence mondiale antidopage qui est co-gérée par les États et par les grandes fédérations, on pouvait espérer avoir fait un progrès? Pour moi, non, parce que c'est quand même une émanation importante du CIO. Le premier président qui est resté pendant 8 ans, Dick Pound, n'avait jamais fait d'antidopage avant d'être président de l'AMA, de l'Agence mondiale antidopage. Et donc on met à la tête d'un organisme de ce type des gens qui n'ont pas montré une pugnacité à vouloir lutter contre le dopage au départ. Et bien sûr, dans cette position de patron de l'Agence mondiale antidopage, c'est un bon poste et donc on s'y accroche et on n'a pas la motivation voulue. Moi, je penserais que la lutte antidopage veut vraiment aboutir, veut vraiment être efficace. C'est un problème effectivement de performance pour eux. Eh bien, il faudrait qu'à la tête, il y ait des gens concernés, notamment Sandro Donati l'Italien ou Werner Franke l'Allemand. Et là, je croirais que l'on commence à lutter contre le dopage. Ok, nous allons maintenant regarder un reportage de Marie Coulon, Pierre-Maël Delobert, Léo Grivard-Pontieux et Félix Thomen, tous 4 étudiants à l'école de journalisme de Cannes. Reportage qui va nous emmener au cœur du marathon Nice-Cannes, puis dans une salle de fitness, tout près de ce que l'on appelle le sport de masse et le dopage ordinaire. Marathon Nice-Cannes, sur la ligne de départ des athlètes de haut niveau mais surtout des amateurs. 42 km à parcourir en un temps record. Une performance très peu soumise au contrôle antidopage. Un décalage avec les dispositifs rigoureux mis en place sur les circuits professionnels. Ces contrôles aléatoires suffisent-ils à lever les soupçons sur ce type de course? Parfois au niveau amateur c'est encore pire qu'au niveau élite, puisque comme les gens pensent qu'il n'y a pas de contrôle, ils se dopent énormément. On les côtoie même sur les courses et puis on ferme les yeux parce que... Loin du tapage médiatique et dans l'indifférence, le dopage s'est démocratisé. 2h11 plus tard, Jacob Kitur d'origine kenyane franchit la ligne d'arrivée. Si les performances de ce professionnel laissent peu de place à la suspicion, l'étiquette dopée reste collée aux athlètes de certaines nationalités. Ceux qu'on a beaucoup de soupçons, c'est les coureurs de l'Est, les Russes. Déjà de par le passé, il y a une culture du dopage. Donc en fait, je pense que c'est plus les pays de l'Est qui se dopent. L'Agence mondiale antidopage a établi une liste des produits dits dopants. Ce cadre législatif n'est pourtant pas adapté à la pratique du sport au quotidien. Prenez un amateur qui est parfois positif à certaines choses, c'est tout simplement quelqu'un qui n'est pas du tout au courant des lois antidopage, qui a eu un rhume et qui a pris un médicament, qui a de la codéine. Tout dépend ce qu'on retrouve dans les urines. Si effectivement chez un amateur on trouve de l'EPO, là il y a de quoi s'inquiéter. Pour autant, tous les sportifs sont-ils vraiment dopés à l'insu de leur plein gré? Dans les salles de sport, on propose des produits présentés comme de simples compléments alimentaires. Défendus par les coachs sportifs, ils sont censés améliorer les performances physiques. Il y a toute une gamme de produits naturels qui pourraient être pris. Ça, c'est un stimulateur de testo naturel. Donc il y a plein de plantes dedans, du Yuimbe, des choses comme ça. Ça, c'est de la créatine, créagénique. C'est des formes de créatine différentes, nouvelles. Il y en a plusieurs, c'est des stimulateurs qui vont vous aider à avoir une bonne qualité musculaire, à être bien dans votre tête, à mieux récupérer musculairement. Des produits réellement naturels? Absents de la liste des substances dopantes, certains d'entre eux, comme la créatine, sont pourtant remis en cause par les médecins. À l'origine, c'est un aliment, un complément alimentaire qui devrait faire prendre du muscle aux sportifs, mais dans la réalité, seule, elle ne le fait pas. Mais si on y ajoute des anabolisants, là, ça fonctionne. Et une enquête aux États-Unis a bien montré en 2000 que 70% des préparations de créatine contenaient des stéroïdes anabolisants. Et alors, l'effet pervers, c'est que la plupart du temps, en tout cas souvent, et il n'est pas inscrit sur la boîte, que cette créatine, que ces anabolisants sont présents dans la boîte. Donc, le sportif peut être pris dans ce piège. Sport de masse, sport d'élite, une suspicion de dopage plane aujourd'hui sur toutes les activités sportives. Notre vision du sport est troublée. Entre conduite dopante et dopage interdit, la limite devient de plus en plus fragile, voire totalement inexistante.
Alors messieurs, ce que nous venons de voir dans ce sujet, n'est-ce pas le dopage le plus dangereux, le moins encadré médicalement, le dopage du pauvre, avec quelques apprentis sorciers? Ben Kaiser, que vous inspire ce sujet, notamment la partie dans la salle de fitness? Un constat qui est partagé par différents spécialistes dans ce monde. L'épidémiologie est un peu cachée parce que reléguée dans la clandestinité, mais elle est claire qu'aujourd'hui, l'utilisation de produits dopants par les amateurs, mais aussi en dehors, dans le public en général, est très répandue. Et comme c'est dans la clandestinité, avec parfois des origines douteuses de ces produits, parfois vétérinaires, il est clair que ça vient avec un certain prix éventuel à la santé publique qui est importante. Alors Jean-Pierre de Mondar, je vous entendais réagir pendant le sujet, c'est assez terrifiant finalement, on voit des personnages dans ces endroits-là qui ne savent pas du tout ce qu'ils font. Oui, c'est ça qui est le plus hallucinant, c'est de voir des gens qui n'ont aucune compétence pour proposer des produits à d'autres personnes qui en savent pas beaucoup plus qu'eux. C'est ça qui est pas acceptable et donc ça devrait être mieux surveillé, mieux régulé, car la plupart des compléments alimentaires qui sont proposés dans les salles de fitness n'ont aucune utilité. Si l'alimentation est correctement adaptée à leur effort physique, il n'y a pas besoin d'apporter ces produits. Et souvent, certains produits contiennent des précurseurs d'hormones totalement interdits et qui existent encore dans ces salles. Chaque fois qu'il y a des enquêtes sur les produits, les compléments alimentaires, on trouve des produits contaminés ou frelatés. Alors justement, la question de la libéralisation éventuelle du dopage, on va se la reposer dans la troisième partie de l'émission. Mais n'est-ce pas en pensant à tous ces sportifs du dimanche qu'on doit se dire que la lutte antidopage est quelque chose de vraiment grave, de vraiment sérieux, qui a un enjeu de santé publique? Parce que ces gens-là ne sont pas des professionnels, ils ne sont pas conseillés par des médecins compétents et ils sont livrés à la merci d'escrocs ou d'apprentis sorciers, encore une fois. Oui, mais le premier contrôle à faire, c'est pas vraiment le contrôle antidopage dans ces histoires-là, c'est de contrôler les préparations qui sont diffusées, qui sont mises en vente dans ces salles de sport. Et le rôle d'Internet aussi sur la vente des produits. Oui, bien sûr. Donc tout ça devrait être copieusement surveillé. On s'aperçoit régulièrement que des préparations vendues dans le commerce sont contaminées par des précurseurs d'hormones ou des hormones. Et donc là, ça devrait être vraiment beaucoup mieux surveillé. Alors revenons quelques instants sur le sport professionnel, le sport de très haut niveau, et parlons du football. Car on entend souvent dans les rangs du public, oui, mais alors on tape sur le cyclisme, on tape sur l'athlétisme, et il n'y a jamais rien sur le foot. Jamais d'affaires de dopage, jamais de... Alors, qu'est-ce qui se passe dans le football? Est-ce qu'il n'y a pas de lutte antidopage dans le football? Est-ce qu'il y a une omerta? Ben Kaiser, qu'est-ce que vous pensez du statut du football? Il y a certainement aussi du dopage dans le football. On le voit pas très bien encore parce que voilà, on ne sait pas encore donner les moyens de vraiment aller voir un peu plus en détail. Pour le moment, le monde du foot était très très frileux pour rentrer en matière, tout en comme certains autres sports. Je pense aux États-Unis par exemple, le football américain, voire le baseball, c'est des sports qui sont pas du tout pour le moment intéressés à participer à cette lutte antidopage. Donc ce n'est qu'une question de temps. On commencera à gratter un peu plus pour découvrir effectivement dans ces sports. Il y aura probablement... 10 ans après l'affaire Fissinage, Jean-Pierre de Mondar, le foot est encore dans l'impunité la plus totale. Oui, bien sûr, mais que l'on sache que le football est contaminé par le dopage, ça on le sait depuis longtemps. Dès 1958, un footballeur professionnel italien... j'ai perdu le nom en route, peu importe, un footballeur italien qui va devenir médecin et président de la fédération médico-sportive italienne, fait une enquête dans la première division italienne, 27% prennent des amphétamines en 58, 62% prennent des stimulants du cœur et de la respiration et 68% des stéroïdes anabolisants. On est en 58, il n'y a pas la répétition des matchs d'aujourd'hui, il n'y a pas l'argent qu'il y a aujourd'hui. Et le dopage est très répandu. Et d'autres affaires qui sont poursuivies au fil des années, on a vu avec la Juventus, la médicalisation de ce club où il y avait quasiment la pharmacie d'un hôpital de ville de moyenne importance. Avec un neuropsychiatre médecin du club et un dopage cérébral dont on a assez peu parlé à l'époque, mais qui est aussi, disons, un pas en avant encore en plus dans la surmédicalisation et l'instrumentalisation du sportif. Ah oui, on leur donnait des produits effectivement agissant sur le système nerveux central, jouant sur la dépression pour les rendre une envie plus importante à jouer au football et à se défoncer pour être performant.
Alors Ben Kaiser, vous qui résidez en Suisse, que vous inspire l'attitude de la FIFA et de son président Sepp Blatter, qu'on peut presque qualifier de négationniste du dopage? En tout cas, il est un des derniers grands présidents à avoir signé les accords de l'Agence mondiale antidopage. Qu'est-ce que ça vous inspire, ça? Le président de la FIFA n'a qu'un seul intérêt à défendre, à ce que la machinerie FIFA continuera à marcher. C'est ça finalement ce qui est important. Donc c'est show must go on. Le show must go on. Tout à fait, exactement. C'est ça qui est finalement le point le plus important. Et puis c'est ça qui dicte ensuite toute la conduite de la machinerie. Alors si ça peut se faire comme ça avec le dopage en cachette, tant mieux. Donc si on peut attendre avec cette obligation maintenant universelle de commencer à faire la lutte antidopage, voilà, ils attendront. Nous allons maintenant visionner un sujet de Mathieu Honnet, Maxime Davout, Pierre Pellissier et Kevin Kay, qui sont également étudiants à l'école de journalisme de Cannes. Un sujet qui va nous permettre de découvrir les résultats d'un sondage édifiant réalisé par l'Institut CSA pour les rencontres de Cannes 2008. Sondage que nous commenterons ensuite avec nos deux invités. Au centre des 4e rencontres de Cannes, le dopage pose question. À cette occasion, un sondage CSA a été réalisé. Nous avons interrogé des Français sur leur perception générale à la fois du sport professionnel avec ensuite un focus sur le dopage. Le terme professionnel angle autour de deux valeurs premières que sont l'argent et le dopage. Incroyable, parce que normalement ça devrait être plutôt la solidarité, l'esprit d'équipe, le sport, la fête, Voilà. La seconde question porte sur les principaux problèmes du sport professionnel. Et là, on arrive très massivement, pour 56% des Français, le dopage. On fait de plus en plus abstraction au sport et que les enjeux économiques reviennent plus sur la table que le sport en lui-même. Troisième axe d'investigation, la perception du dopage. Eh bien, c'est perçu comme étant un problème tout à fait d'ampleur. C'est pas possible d'être à un si haut niveau et de rien prendre, c'est impossible. L'être humain ne peut pas subir ce qu'ils subissent. Lié pour les Français à l'efficacité justement de ces contrôles, les Français pensent à 55% qu'ils sont instaurés par des autorités indépendantes. Je pense que suivant les disciplines, ils sont plus ou moins efficaces. C'est que les interventions des différentes autorités des tutelles, elles font que certains, effectivement, sont beaucoup plus approfondis et d'autres beaucoup moins. Très massivement, 69% des Français disent que la lutte antidopage doit continuer. 29% sont pour un assouplissement. Moi, je suis pour sa libéralisation sous contrôle médical parce que je pense que de toute façon, d'une manière ou d'une autre, on ne peut pas l'empêcher, le dopage. C'est comme ça depuis toujours, dans le sport, ça a toujours existé. Donc, je pense qu'on ne peut pas éviter. Et donc, du coup, je pense qu'il vaut mieux l'autoriser avec le contrôle d'un médecin plutôt que de l'interdire et que ce soit sujet à de dérive. Au-delà du ressenti de la population, il est également important de comprendre le point de vue des sportifs. C'est pas parce qu'il n'y a pas d'argent que c'est super. Je pense que les choses ne sont pas aussi simples que ça. Il faut discerner les valeurs de chaque sport, la culture du sport et les facteurs de la performance de chaque sport. C'est vrai que quelqu'un qui fait du vélo ne demande pas le même effort qu'un escrimeur, vous voyez. Acteurs à part entière du monde du sport, les médias se retrouvent parfois, concernant le dopage, face à des conflits d'intérêts. Un média comme l'Équipe, par exemple, est lui-même impliqué dans le Tour de France par l'intermédiaire de la société ASO. Comment voulez-vous qu'il se tire des balles dans le pied en dénonçant quelque chose qu'il est en train de faire fructifier en termes de spectacle? Donc c'est un conflit d'intérêts terrible qui fait qu'il ne peut pas le dénoncer. Le dopage revient inlassablement dans les débats concernant le sport. Intérêt économique et pression médiatique semblent prendre le dessus sur l'esprit sportif. Alors de nombreux chiffres sont passionnants dans ce sondage CSA, nous allons nous contenter d'en commenter 3. Le premier, c'est 83% des Français interrogés estiment qu'un tiers ou plus d'un tiers des sportifs de haut niveau se dopent, ce qui fait quand même, au départ d'un Tour de France, 70 coureurs, au départ d'un championnat de France de football, près de 250 joueurs professionnels. Ce sont des chiffres assez impressionnants. Alors Jean-Pierre de Montenard, qu'est-ce que vous pensez de cette statistique ?
Que les Français pensent que le dopage est très répandu, oui, c'est confirmé régulièrement parce que ils comprennent, par exemple, que les annonces de Blatter, du président de la FIFA, qui dit que dans le football, ça sert à rien de se doper. Et quand on voit les statistiques sur la question posée, ou un sondage posé dans l'équipe sur le dopage en football, eh bien 85% des gens interrogés, sur 100 000 personnes donc, disent que le football est très contaminé par le dopage. Donc les annonces de faire croire qu'il n'y a pas de dopage ne marchent pas, et le public a du bon sens. Donc le public est de moins en moins dupe. Ben Kaiser, on voit que depuis 5 à 10 ans, cette conception du dopage dans le public est en train, effectivement, ils arrivent au principe de réalité, c'est-à-dire qu'ils admettent que le sport est contaminé par le dopage. Tout à fait. Et puis c'est une conséquence de ce qu'on est en train de faire, parce que voilà, on en découvre encore tout le temps, on a fait une grande histoire, c'est très 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 médiatisé. Donc le message qui est envoyé au public, c'est double. D'un côté, le dopage, ça marche, et deux, le dopage, il y en a. D'accord. Alors, deuxième chiffre à commenter, 60% des Français interrogés pensent que les contrôles sont efficaces. Alors là, on y voit sans doute une contradiction, parce que alors, ils pensent que le dopage est généralisé, ils pensent que les contrôles sont efficaces. Or, on a 1 à 2% de contrôles positifs. Monsieur de Mondar, vous me disiez 4 pour 1000 dans l'histoire des Jeux Olympiques de contrôles positifs. Il y a une vraie contradiction. En fait, la chasse ne marche pas, la chasse aux voleurs ne fonctionne pas. Tout à fait, mais de temps en temps, on en attrape quand même, et puis parfois même sans qu'il y ait vraiment des tests positifs. Marion Jones, par exemple, c'est un bel exemple d'un idole qui a échoué. Qui chute après avoir passé à travers 160 contrôles négatifs. Négatifs, tout à fait. Mais le message encore pour le public, c'est de temps en temps, on en trouve d'une manière ou d'autre. Donc le dopage, il y en a, effectivement. Mais effectivement, nous, on ne peut que constater que la lutte antidopage n'a pas le succès qu'elle cherche, que le but ultime, l'éradication, semble être impossible. C'est donc voué à l'échec à continu. Et puis voilà, le constat est là. Justement, on en arrive aux solutions proposées. Jean-Pierre de Mondar, quand on parle des pistes pour l'avenir, des remèdes éventuels pour venir au chevet du sport professionnel, on voit que sur la libéralisation totale, seuls 4% des Français y croient, qu'ils sont 25% à penser qu'une libéralisation partielle avec encadrement médical pourrait fonctionner. Vous en pensez quoi, vous ? Moi, je ne suis pas persuadé que la lutte antidopage entre les mains des médecins sera plus performante que la lutte actuelle. Tant qu'on n'aura pas essayé de mettre à la tête de l'antidopage des gens concernés et qui veulent vraiment lutter contre le dopage. Pour moi, depuis 1965, on ne lutte pas contre le dopage. Et l'antidopage, qui est inefficace, passe son temps à minimiser les choses en disant, voyez, on maîtrise le dopage puisqu'il y a 1 ou 2% de positifs, donc il n'y a personne qui se dope. Voilà, donc avec ce système-là, on ne va pas aller très loin dans le futur. Et avant de tout chambouler, eh bien, il vaudrait mieux réellement lutter et anticiper sur une éventuelle autre solution en étudiant les différents produits, de savoir si réellement on peut maîtriser leur utilisation et pas les avancer sans savoir ce qui va se passer. Alors Ben Kaiser, vous êtes très critique avec la lutte telle qu'elle est aujourd'hui, vous la jugez inadaptée, violente, trop coûteuse. Pour l'avenir, qu'est-ce que vous proposez ? D'abord, déjà, le système aujourd'hui est en train de dévier vers un système très policé, très très contraignant pour les athlètes. C'est vraiment très très difficile. Et puis, je peux difficilement m'imaginer qu'on l'étendra à la population générale, le sport amateur, et qu'on les traquera à la maison, on leur demandera de donner à tout moment de la journée un échantillon d'urine. Donc ça, c'est inimaginable, c'est pas possible. Il va falloir penser effectivement à des alternatives. Et les alternatives que nous, on propose pour le moment, pour réflexion, on n'a pas la recette miracle, bien sûr, sinon déjà bien installée avant, c'est de commencer à penser plus réduction des risques. Il y a d'autres déviances à la société qui sont par exemple l'utilisation de drogues illicites, psychotropes, ou des recettes dans le monde qui sont avérées les meilleures, c'est de chercher la réduction des risques, mais accepter quand même un certain niveau d'utilisation dans la société. Alors il nous reste très peu de temps. Jean-Pierre de Mondar, peut-être le mot de la fin. Optimiste, pessimiste, la lutte antidopage demain, qu'est-ce que ça va donner ? Si je prends mon cas personnel qui est dans l'observation de la lutte antidopage depuis bientôt 40 ans,
effectivement, je ne peux être que pessimiste, mais comme rien n'a été fait de vraiment efficace jusqu'à présent, eh bien, j'espère qu'on va changer de braquet et que les choses vont être plus efficaces. Eh bien, écoutez, nous arrivons au terme de cette émission. Ben Kaiser, Jean-Pierre de Mondenard, il me reste à vous remercier d'avoir participé à ce débat organisé dans le cadre des Rencontres de Cannes 2008. Bonsoir à tous.